Bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis Daniel Merguy-Thomas, journaliste télé devenu coach en leadership émotionnel et accrédité Arc-en-Ciel Disque. Aujourd'hui, je vous propose un entretien avec Jean-Pierre Véra, auteur chez Bookboon Learning de Qu'est-ce que la vente? La méthode des trois noms. Si vous souhaitez connaître les techniques qui conditionnent la réussite d'un entretien de vente, apprendre quelques règles simples de communication persuasive, vous êtes au bon endroit. Bonjour Jean-Pierre Véra. Bonjour. Jean-Pierre Véra, c'est une bonne question ça. Qu'est-ce que la vente? Est-il vrai que, comme certains le disent, une vente, elle démarre quand l'autre, il a dit non? En fait, la règle veut que l'on dise et répète que si on a besoin d'un vendeur, c'est pour arriver à dépasser des non et en faire des oui. Un vendeur, en fait, pour son entreprise, est là pour arriver à transformer des oppositions parce que je ne veux pas du produit, parce que c'est pas le moment, parce que c'est trop cher, parce qu'il y en a trop. Bref, tous ces noms, et puis en plus se rajoutent des noms à l'individu parce que je ne le sens pas, parce qu'il ne me plaît pas, ou alors à l'inverse, tout va bien et très sympathique, et puis il y a le nom, le produit ça va, le commercial est très sympathique, mais simplement, manifestement, il est incompétent. Donc, en clair, le nom est général, très souvent dans la vente, et c'est tout un métier. Or, celles et ceux qui exercent déjà le métier ou ceux qui voudraient l'embrasser pourront suivre votre livre à la lettre parce qu'il n'est pas très épais, hein, 44 pages, mais c'est du mini-mire. Il y a un maximum d'infos pour être certain de réussir son entretien de vente et d'aboutir. Oui, en fait, ce livre s'est attaché à développer uniquement toutes les techniques nécessaires à un commercial pour bien vendre. Il a été fait dans cet esprit et donc le commercial est certain d'avoir dans ce livre, dans ces 44 pages, les techniques de prise de contact, de découverte, de traitement des objections et évidemment de l'argumentaire qui est le cœur de toute vente. Avant d'aller plus loin, j'ai une autre question à vous poser, puisqu'elle est courante dans les métiers de la vente, les métiers des commerciaux. Est-ce que vraiment vendre, c'est convaincre quelqu'un de quelque chose dont il ne veut pas? Oui, enfin, il n'en veut pas parce que ben, il réfléchit, il ne veut pas le prendre tout de suite, il, euh, il hésite parce que c'est trop cher. Et donc, euh, le vendeur, en fait, il a cette particularité que il est là pour amener à la décision quelqu'un qui ne sait pas s'il va acheter ou ne pas acheter. Et donc, contrairement à Amazon et le reste, où les gens viennent acheter, donc ils savent ce qu'ils veulent, et ils cliquent pour avoir tel ou tel produit. Là, le commercial sert essentiellement à diriger quelqu'un vers le produit attendu et petit à petit l'amener à prendre une décision qu'il n'aurait pas prise sans le vendeur. Et il y a, comme les 5 doigts de la main, 5 phases d'une vente que le vendeur se doit d'apprendre par cœur parce que l'entretien de vente repose sur ces 5 séquences. Comme je dis, c'est le solfège de tout vendeur. Ça commence par une prise de contact avec l'objet de la visite. Ensuite, ben, il y a l'indispensable découverte du client, savoir en fait qui il est, ce qu'il veut, ce qu'il cherche. Ensuite, bien évidemment, cette découverte ayant été faite, ben, il faut maintenant lui répondre en faisant cet argumentaire qui lui donne les avantages et bénéfices pour lui de ce produit, pour ensuite traiter très souvent des objections tout à fait légitimes, et puis les objections ayant été traitées, la conclusion. Donc ce sont les 5 phases qui sont prise de contact, découverte, argumentaire, traitement des objections, conclusion. 5 phases durant lesquelles le commercial se doit d'être bien perçu, de savoir mettre ses produits et ses opérations en valeur, d'être reconnu comme un vrai professionnel. Sinon, Oui, pas de réussite. non. Il y a
trop de vendeurs qui comptent sur leur unique relationnel, le fait qu'ils passent bien, qu'ils parlent bien, mais ils n'ont aucune technique d'argumentation, donc ils se dispersent dans des arguments à n'en plus finir, et il est évident qu'il faut qu'ils soient structurés. C'est comme ça qu'ils sont sûrs d'être vraiment bien perçus comme des professionnels. Même s'il est essentiel, le relationnel ne fait pas tout. Et il ne fait pas tout parce qu'il y a également, côté acheteur, côté client, une part psychologique, avec également un processus, mais là, plus inconscient, qu'il faut avoir à l'esprit. J'en donne les 4 temps et nous allons y revenir, puisque chez tout client potentiel, il y a un moment où l'attention est attirée, où son intérêt est éveillé, et puis c'est humain, le doute peut le saisir. Et il faut quand même arriver à la fin, c'est-à-dire à ce que le client se dise, bon, au final, j'achète. Oui, parce qu'en fait, le vendeur, lui, il a ses phases de vente qu'on lui a apprises, qu'il doit connaître, mais elles ont une logique. Et la logique, c'est que il est en train de vendre à quelqu'un qui, lui, passe par des phases psychologiques, et s'il les ignore, son argumentaire et le reste ne passera pas. C'est-à-dire que dans la prise de contact, son travail est de créer l'attention. Cette attention ayant été créée, il faut maintenant qu'elle suscite son intérêt, c'est-à-dire que le client se sente intéressé, impliqué, et ce n'est qu'après qu'il va commencer à dérouler ses arguments. Et le doute est celui qui va s'exprimer par des objections qu'il va lever jusqu'à ce que le client donne son accord et achète. Et vous dites, peut-être à l'attention des débutants dans les métiers de la vente, attention à ne pas confondre attirer l'attention et susciter l'intérêt. Ah, tout à fait. L'attention est indispensable, mais elle doit être bien vers le produit, vers l'argument, vers l'objet de la visite. Et il ne doit pas y avoir des détournements d'attention par des travers comportementaux. Et puis ensuite, bel et bien, l'attention a été attirée, c'est bien beau, mais si maintenant il n'arrive pas à susciter l'intérêt, ben, ça s'arrête là. Alors c'est très humain une vente. Si je dis ça, c'est parce que au final, le rationnel, ça compte, si je vous lis bien, pour 20% par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, le commercial, lorsqu'il argumente, il a une connaissance produit, il a les caractères de ce produit, les caractéristiques de ce produit. Ces caractéristiques, évidemment, ont pour conséquence des avantages. Et ces avantages, maintenant, le commercial doit les transformer en bénéfices pour le client. Mais il va de soi que il y a tout un processus de comportement d'abord rationnel, c'est-à-dire les faits, c'est-à-dire pourquoi est-ce que vous avez un produit qui est vraiment fait pour vous. Et là, il apporte des preuves dites réelles, puisque argumenter, c'est prouver. Donc, je commence à prouver par des arguments factuels. Et puis, il y a ensuite que le vendeur doit faire preuve de ce qu'on appelle d'intime conviction, parce qu'il y a un moment où le commercial se trouve obligé maintenant de s'engager personnellement. C'est là qu'il devient un professionnel et qu'il est entendu. C'est qu'il va dire au client, écoutez, moi je vous conseille de prendre ce produit qui va vous donner entière satisfaction. Et quand le client va lui dire, oui, mais pourquoi voulez-vous que je vous croie? En fait, en clair, c'est parce que c'est moi qui vous le dis. À ce moment-là, le vendeur devient la preuve personnelle de ce qu'il avance. C'est fondamental. Les preuves réelles ne suffisent pas et l'intime conviction, s'engager et donner confiance au client sur écoutez, je suis un professionnel, faites-moi confiance. Mais là, on est totalement dans le subjectif. Oui, on est dans le subjectif sur lequel il peut y avoir en effet des abus. Il y a l'intime conviction peut emporter de manière très irrationnelle la décision d'un client alors que les preuves factuelles ne sont pas là. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un équilibre. Vous insistez dans votre ouvrage Qu'est-ce que la vente, la méthode des 3 noms. Vous insistez, Jean-Pierre Vera, sur la nécessité vraiment de connaître sur le bout des doigts son produit. Oui, parce qu'en fait, en clair, dans ces 5 phases, l'argumentaire est le cœur de toute vente parce que c'est là qu'en fait tout se joue.
Et il est quelquefois très regrettable de voir que une fois qu'ils ont pris contact et qu'ils ont fait la découverte, et quelquefois bien fait la découverte, en fait, ils font une déclinaison d'arguments mais, dans tous les sens. Alors, au lieu de s'appuyer sur le produit, et là, il est capital qu'ils aient une bonne connaissance du produit, qu'ils aient travaillé sur quels sont les avantages de ce produit, et enfin, il va transformer, en fonction de la découverte qu'il a faite, ces avantages en bénéfices pour l'autre. Mais il va de soi qu'il est indispensable qu'il ait une très bonne connaissance du produit. Il y a également, après, qu'est-ce que la vente? Une question qui va se poser, c'est comment gérer l'objection? Parce que Oui, ça, notamment le jeune vendeur, lui, il la redoute, hein. Vous écrivez que pour le jeune vendeur, une objection, c'est un refus. oui, c'est-à-dire que les vendeurs sont absolument obsédés par les objections, alors que je ne vais pas acheter un ordinateur, je ne vais pas acheter une voiture, je ne vais pas acheter euh, euh, un, un téléphone sans faire un minimum d'objections, c'est-à-dire être sûr que je ne me trompe pas. Donc, j'ai besoin de ce côté-là d'avoir des compléments d'arguments. Mais le commercial considère l'objection qui est le seul moment où il n'a pas la main, puisque dans la prise de contact, il a la main, dans la découverte, il a la main, dans l'argumentaire, il a la main, puis brusquement, tout se joue dans le client commence à faire des objections. Et ces objections, au lieu de les accueillir comme en fait une déclinaison normale d'une vente, il lui arrive de la redouter. Il y a même des formations où on nous apprend à répéter 100 fois tel traitement de l'objection, au lieu de se laisser aller, de suivre le client et de lui répondre simplement. Ça sous-entend qu'il y a une part de méthode, comme par exemple celle que vous présentez dans votre livre, Qu'est-ce que la vente? La méthode des trois noms. Et puis, il y a une part de finesse, de feeling, de psychologie. Il est évident que dans la découverte qui est faite d'un client, il est important de connaître ce qu'on appelle son case, qui maintenant est de plus en plus connu, c'est-à-dire les 6 motivations d'achat, qui sont la sécurité, c'est-à-dire que je ne veux pas me tromper, je veux être sûr que j'ai un produit qui est référencé, qui est connu, qui me donne toute garantie. Évidemment, il y a aussi l'orgueil. J'aime être fier de ce que j'achète. J'ai besoin d'être valorisé à travers les produits que je possède, que j'achète. Évidemment, il y a le côté nouveauté. Il y a des clients qui sont très attirés vers tout ce qui est nouveau et c'est ça qui les motive essentiellement. Il y en a beaucoup de plus en plus qui sont attirés par le confort, c'est-à-dire qu'ils veulent avoir clé en main, ne rien avoir à faire, que ce soit très simple et qu'il n'y ait aucune complication d'aucune sorte. Il y a l'argent. Alors, sur l'argent, il y a de ce côté-là un très grand intérêt parce qu'on parle de rentabilité, on parle de qualité-prix, alors que les produits maintenant, dans leur très grande majorité, ont la qualité attendue. Mais on oublie aujourd'hui une chose qui, surtout avec l'inflation, se développe à grands pas, c'est l'utilité-prix. C'est-à-dire que pour l'utilité que j'ai du produit que je veux acheter, quel prix suis-je prêt à mettre? C'est-à-dire qu'on entend souvent des clients qui vous disent non, mais ça, j'en ai pas l'utilité. Ils veulent de l'utilité, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'ils vont en vacances, pour eux, une paire de sandales pour aller sur la plage, 10 euros maximum. Maintenant, s'ils vont en montagne pour un mois, payer 300 euros une paire de bonnes chaussures ne leur pose aucun problème. L'utilité-prix devient très, très importante. Ça se voit même dans l'alimentaire. Pour l'utilité que j'ai de ça, je ne veux pas plus de ça comme quantité. On est sur quelque chose de très, très important aujourd'hui avec l'inflation et la crise actuelle. Et puis évidemment, il y a la sympathie, heureusement, c'est que beaucoup de clients sont attachés à des marques qu'ils aiment, à des vendeurs qui leur donnent confiance, à des entretiens qui sont sympathiques et non pas en affrontement, en me forçant la main. Je suis accueilli, assisté et on m'aide à simplement une décision. Et puis, il y a évidemment de plus en plus aussi l'environnement. Je veux des produits qui répondent à tous les critères environnementaux aujourd'hui que l'on a sur le déplacement, le CO2, la bio, etc. Ces motivations, Jean-Pierre Vera, la phase de découverte permet de les entendre, de les intégrer.
est-ce que cela demande au commercial d'intégrer le moindre signal qui donnera par le comportement de son client des informations sur ses motivations? C'est un volet euh, qui, qui évidemment demande à être développé, qui est extrêmement important. C'est l'écoute active et surtout l'observation active de celui qui est en face. C'est un autre sujet très important qui se trouve dans body speaking. Et puis il y a aussi que la méthode des trois noms, qui est la première méthode que j'ai mise au point il y a longtemps et qui a été réactivée avec la crise où la vente devient primordiale. La méthode ouvre la porte de la négociation, puisqu'il n'est pas possible de négocier un différent qui n'a pas été vendu. Et donc, en effet, la méthode des trois noms ouvre la porte au comportement observable d'un côté, à la négociation de l'autre. Vous parlez dans votre livre, par exemple, d'arguments dits d'attaque. Et Oui, ça, avec ce que j'ai lu de vous, ce que j'ai écouté de vous, ça me fait penser à autre chose. On n'est plus tout à fait dans la méthode des trois noms, mais ça me fait penser quand vous parlez de menteurs dits d'attaque. ah Il s'agit oui, du même registre? ben, ça peut être le même registre dans l'intime conviction, bien sûr. C'est-à-dire que l'argument d'attaque, c'est celui qui amène le client brusquement à prendre conscience de l'intérêt du produit. Donc, j'ai présenté mon produit, j'ai présenté les caractères d'un produit et je dis, argument d'attaque, écoutez, c'est comme vous me l'avez dit dans la découverte et le tout, c'est vraiment le produit qu'il vous faut. Ah bon, pourquoi? Et là, on donne des arguments. L'argument d'attaque, c'est celui qui lance toute l'argumentation qui suit derrière. Mais il est évident que l'argument d'attaque peut devenir malheureusement un mensonge d'attaque. Votez pour moi, vous aurez moins d'impôts est un argument d'attaque qui, le cas échéant, déçoit beaucoup de gens une fois que le vote a eu lieu. Euh, mais voilà, mais en effet, c'est extrêmement important. C'est cette intime conviction sans laquelle un commercial ne peut pas réussir. Il y a bien un moment où il faut qu'il s'engage sans excès, mais il devient la preuve physique de ce qu'il avance. Vous avez tout à l'heure donc évoqué le principe de la négociation. Bon, si le client négocie, c'est plutôt bon signe. J'ai conceptualisé dans le traitement des objections l'objection dite conditionnelle. C'est-à-dire que, en fait, normalement, il y a deux objections classiques, l'objection dite réelle, c'est-à-dire, comme je dis, j'achèterais bien cette armoire, mais jamais elle rentrera dans ma cage d'escalier. Eh bien, écoutez, on va vous la livrer démontée. Il y a aussi l'objection traitée en malentendu, mais ce que j'ai conceptualisé, c'est le cas où j'ai la solution, donc je vais vous la livrer démontée, mais ce sera 100 euros de plus. Donc, j'ouvre une condition, acceptée ou refusée, qui devient une entrée en négociation. Et c'est comme ça que le commercial a l'ouverture sur la méthode TINA de négociation. Et l'objection conditionnelle a été conceptualisée dans la méthode des trois noms. Il reste la question, et pas que d'ailleurs dans la vente, c'est quel est le bon moment pour conclure? C'est comme quel est le bon moment pour marquer un but. C'est là que l'observation active joue complètement. C'est-à-dire que dans la manière dont j'observe l'autre, il y a un moment où je me rends compte qu'il est inutile de continuer à parler. C'est fait, il est visiblement décidé, il est prêt à acheter. Et c'est là qu'il faut donc appliquer les méthodes de conclusion sans tarder. Je pense que nous avons fait le tour de votre méthode des trois noms. Peut-être terminons sur ce par quoi nous avons commencé, c'est-à-dire l'importance du relationnel. Ça reste la dimension clé dans les métiers de la vente. Bien évidemment. Et ça l'est encore plus dans la vente dite CHR en France, enfin celles qui sont, puisqu'il y a maintenant, en tout cas, la méthode des trois noms peut s'appeler, peut être plus précis, soit en vente directe d'un particulier à un particulier, elle peut être en vente industrielle ou elle peut être en vente dite de grande distribution. Elle se joue dans tous les cas en faisant simplement varier la méthode de découverte. C'est là-dessus que se fait la grande différence entre les trois. Mais il va de soi que ces ventes essentielles
se joue par rapport à la manière dont j'ai bien compris le contexte dans lequel je me trouve et le type donc de vente que je vais développer par rapport à ça. Et il y a en effet un relationnel essentiel, par exemple dans les ventes alimentaires, dans les liquides bières, dans le café, dans des forces de vente considérables qui font de la prospection et qui vont voir les clients et les décider un à un, contrairement à la grande distribution où on va simplement voir des acheteurs. Et là, si le commercial rate sa prise de contact, c'est terminé. Il doit développer une force particulière d'empathie pour bien comprendre comment entrer en contact. Nous l'avons vu, la vente, c'est la communication persuasive, mais c'est aussi également, et pour beaucoup, de la communication interpersonnelle qui passe par, pour reformuler vos propos, de l'empathie, du sens du Oui, contact, du sens de la communication et surtout une belle adaptabilité. une adaptabilité intelligente, c'est-à-dire une adaptabilité à la personnalité de celui que j'ai en face. Euh, je sais à peu près si je dois insister, pas insister. Je le suis sur les questions que je lui pose en ayant des questions qui bel et bien provoquent son intérêt et qui vont bel et bien vers le produit qui va être présenté. Et il faut en effet beaucoup de tact aussi pour traiter les objections sans faire, comme on l'a dit tout à l'heure, des agressions. Euh, j'ai quelqu'un en face de moi qui objecte. Je dois d'abord me demander si j'étais à sa place, que oui ou non, je ferais les mêmes objections. Si elles sont légitimes, je dois les traiter de manière légitime, intelligente. Car au final, si le client est roi, il est d'abord notre premier employeur. Le client est évidemment celui qui nous fait vivre, c'est celui auquel nous devons attacher une grande importance. Il y a trop d'entreprises qui s'attachent aux 20-80, les 20 clients apportent 80% des ventes et négligent les 80% restants qui font 20% des ventes, c'est-à-dire qui demandent 16 fois plus d'efforts que dans les premiers. Ce qui fait que quand je perds un des 20-80, il m'en faut 16 petits pour le remplacer. Et si je n'ai pas compris ça et que je reste sur les gros clients, le Covid l'a prouvé, c'est l'effondrement si jamais ils ne reviennent pas. Et donc, là, c'est un très gros problème. Jean-Pierre Véra, qu'est-ce que la vente? La méthode des trois noms, c'est chez Bookboon Learning et immédiatement accessible puisqu'il s'agit d'un e-book. Eh bien, merci à vous. Voilà, ainsi se termine cet entretien avec Jean-Pierre Véra, auteur chez Bookboon Learning de Qu'est-ce que la vente? La méthode des trois noms. Si vous souhaitez en savoir plus sur son offre de formation et de conférences et également retrouver l'ensemble de ses ouvrages, rendez-vous sur son site www.negorisque.com. Quant à moi, vous pouvez retrouver mon offre de formation et de profilage arc-en-ciel disque sur www.laboîteauximages.com.